là, ils ont constitué une merde. Une sorte de temple maya factice. Ouais, je sais pas si c'est du plastique ou quoi. Voici au Honduras, tout simplement parce que ça fait partie de tous les pays qui sont en enfilade et qui sont incontournables pour qu'on continue notre périple. Et alors là, on savait pas du tout quoi faire en Honduras en fait. On s'était dit on reste pas, on traverse le Honduras. Et lorsque nous sommes allés au volcan Masaya et que nous avons dormi à la sortie du parc, on a rencontré une famille qui revenait du Honduras et ils nous ont dit « Oh là là, mais il faut absolument aller à Roatan ». Ah bon, c'est quoi Roatan? Et ben nous, on a fait de la plongée et on a vraiment plongé dans plein d'endroits dans le monde. Et là, c'était incroyable. Ok, donc je lui donne ma carte et je lui dis « Envoie-moi tout de suite un WhatsApp qu'on puisse se contacter au cas où ». Et voilà, on est parti au Honduras. Et on n'a jamais plus entendu parler de cette famille, d'une part, et d'autre part, il ne s'agissait pas de Roatan, il s'agissait d'Utila, l'île qui nous avait beaucoup vanté. Oui. Mais on s'est rendu compte, en regardant un peu plus précisément sur une carte, qu'il y avait un petit archipel avec 3 îles accessibles, et 2 manières de s'y rendre, ou bien par la route, mais ça supposait un détour de au moins 2 jours aller-retour, plutôt 3 jours pour nous, plus le transfert en bateau. Et finalement, c'était un peu déraisonnable compte tenu de l'état d'Oscar qui se dégradait lentement. On a eu plusieurs petits problèmes qui se sont accumulés et de la fatigue générale. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus simple qu'on pouvait faire puisqu'on passait par Tegucigalpa. On aurait pu traverser le Honduras en l'espace d'une journée, pratiquement de la frontière du Nicaragua vers la frontière d'El Salvador. Mais en passant par cette capitale, on vous rappelle qu'on évite en général les capitales, mais là, on y passait. Et on a fait quelques connexions, on s'est dit, si on est à Tegucigalpa, peut-être qu'on peut prendre un avion. On vérifie les billets d'avion et leur prix était finalement raisonnable par rapport au prix du trajet qu'on aurait fait avec Oscar, plus le ferry. Aussitôt dit, aussitôt fait, on essaye de tout faire pour aller à Utila. On se renseigne sur cette île. Et puis impossible de joindre cette dame, parce qu'on ne comprenait pas comment ça fonctionnait, Utila, en fait. Et bon, là, il faut qu'on raccourcisse parce qu'on a vraiment passé des jours à essayer de comprendre comment ça marchait. Et finalement, on a compris que Utila, c'est bien pour y aller en tant que backpacker, mais que ça n'a pratiquement pas de sens autrement. Et encore, c'est bien d'y aller spécifiquement pour plonger. Voilà, en fait, c'est une des seules îles au monde où passer son brevet PADI pour faire de la plongée n'est vraiment pas cher du tout. Et surtout par rapport à la qualité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qualité-prix. Donc tous les jeunes vont là, nous, notre PADI, ça fait longtemps qu'on l'a, et donc on a atterri à Roatan. On avait, il faut bien le dire, un cahier des charges légèrement différent. Nous, on fait plutôt du snorkeling que de la plongée, et on ne crache pas sur le fait d'avoir un peu de plage quand même, et une atmosphère de détente, et pas seulement juste des pontons qui dépassent des rochers. C'est ce qui est un peu le cas à Utila, il n'y a pas beaucoup de plages à Utila, ou alors très excentrées, et sans aucune communication avec le village. Ou avec les petits restaurants et les petits endroits touristiques quand même relativement agréables. Donc on a fini par accepter l'idée d'aller à Roatan. Et Roatan étant une île plus accessible aussi parce que les liaisons avec la capitale Tegucigalpa, ils sont plus faciles. Nous voilà arrivés à l'aéroport de Tegucigalpa. Presque. Ah non, avant on a dû franchir il y a eu une difficulté, qui est qu'on a dû franchir, et on a hésité à franchir un pont qui était précisément indiqué à 3 mètres de hauteur. Ah oui. On a regardé, on a renoncé, et on a fait une petite boucle. Non, il y avait plein de locaux. Et ils nous ont dit non. Ça passe pas. Ça passe pas, donc on a fait demi-tour. Non, mais ok, on a atteint Tegucigalpa, mais nous voilà pas à l'aéroport. Ah non, certes non. Alors ça c'est une histoire. Peut-être on est gland, j'en sais rien. Mais alors, l'aéroport de Tegucigalpa, c'est le plus inaccessible du monde. On le voit, on passe à côté. Ah oui, il est en centre-ville. Il est en centre-ville. Le seul accès possible, c'est on est sur une autoroute et il y a une sorte de tournée à droite pratiquement directe. Manu me dit c'est là, je dis mais c'est pas possible. Il fallait que moi, on a l'impression de rentrer dans un garage. Je me penche comme ça pour voir qu'effectivement il y avait une rue. Mais je dis mais non, on peut pas faire cette épingle là, c'est pas possible, continue. Et c'était l'erreur. Je crois qu'on l'a fait 2 fois. Et alors l'erreur, on la paye très cher parce qu'on repart sur une série
de bretelles d'autoroute, de rocades, d'autoroutes urbaines hyper congestionnées. On est obligé de faire un tour de je crois, 5 à 8 km pour avoir une deuxième chance. Pour la boucle, pour repasser au même endroit, c'est un tarif de une demi-heure facile. Hein. Bref, nous voici arrivés Oh, mon devant Dieu. l'aéroport. Manu, il dit, attends, je vais voir si c'est possible de partir maintenant. Moi, je reste dans Oscar. Il revient, il me dit, oui, il y a un vol, il faut qu'on soit là dans une demi-heure. Ok, mais on n'était pas dans le bon sens pour l'aéroport pour laisser Oscar. Donc on a dû ressortir et refaire cette fameuse boucle de plus d'une, pas plus d'une demi-heure, parce qu'on avait une demi-heure pour. Donc on arrive, on trouve un parking, on court. Moi pendant que Manu faisait la manœuvre, je faisais les sacs à dos avec le minimum pour aller faire du snorkeling. Et bah quand on est arrivé, c'était trop tard. Bien. Ça, c'était pas très grave parce que finalement, il y avait un vol le lendemain matin. Donc, il s'agissait que de passer la nuit à l'aéroport et moyennant un peu de discussion avec les gardiens. Non, parce que c'est ce que j'allais dire. Interdit de dormir à l'aéroport. Voilà, interdit officiellement. Mais on traîne un peu, on discute un petit peu. Ah, c'est vraiment pas possible. Ah, on dit, mais Donc, on est peut faire. embêté parce que notre véhicule, il démarre pas. C'était vrai. Hein. Alors, on avait plein de pannes. On pouvait, au moment où on arrive à Tegucigalpa, j'ai des gros problèmes de marche arrière. J'arrive plus à passer la marche arrière. On n'arrivait plus à passer les vitesses. C'est un peu la panique. On sait qu'on est dans une situation mécanique un peu difficile et on n'a pas du tout envie de refaire des autoroutes urbaines. Donc, on négocie un petit peu le coup. Bon, le gars, il dit, bon, alors vous vous mettez là, discret. Alors, bon, on s'est mis discrètement. Manu on a quand même profité pour regarder 2-3 trucs sous Oscar. J'ai d'ailleurs dépanné à cette occasion un voisin d'infortune qui avait lui un problème électrique avec sa vitre. Alors en utilisant un petit peu le voltmètre et puis le booster de batterie, on a réussi à lui réparer sa vitre. Bon, on devrait se faire tout petit parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Et Manu, il est parti taper la discute et dépanner les gens qui étaient en panne. Et je crois bien qu'il a réussi ce que j'ai entendu des cris de victoire. Je crois qu'il ne croyait pas trop à ma méthode, mais ça a vachement bien marché. On a utilisé juste le booster de batterie et 2 petits fils que le gars avait dans son coffre. Yaki. Enfin bon, on a bien dormi et le lendemain matin, nous sommes donc partis en direction de Roatan. C'est la seule fois de ma vie où je prends un vol et j'ai le droit de monter avec mon café. C'est cool. Roatan, on savait que c'était touristique. On utilise souvent ce mot et puis peut-être qu'il faut, il faut arrête, tempérer recommence. un peu. Non, parce que justement, on va préciser un peu. Il s'agit d'un vrai tourisme de masse avec les bons côtés et les mauvais côtés du tourisme de masse. On ne va pas forcément cracher dans la soupe, mais vraiment, la masse est illustrée très simplement quand on arrive, parce qu'on arrive déjà dans une atmosphère extraordinairement nord-américaine. Tout le monde parle anglais. On n'a pas du tout le sentiment d'être en Amérique centrale. Le dollar est roi. Et la première chose qu'on aperçoit en arrivant, en sortant de l'aéroport, c'est un immense paquebot de croisière parmi ces plus grands du monde, qui ont d'ailleurs été construits tout près de chez nous, à Saint-Nazaire, ou presque. Et on se dirige à pied vers une toute petite île qui est accessible de l'aéroport. Parce que ça a beau être le tourisme de masse, les distances sont quand même assez petites. Et il se trouve que tout près de l'aéroport, il y a une île corallienne qui a été transformée en... Comment dire? Elle a été transformée en quoi? En zoo? En zoo humain? Non, ils appellent pas ça En un parc zoo. d'attractions? Ils appellent ça un rescue machin, parce que ça fait mieux maintenant. Ah oui. C'est les centres de conservation des animaux, ils les récupèrent parce qu'ils sont soi-disant blessés et ils se retrouvent dans des cages. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en plus de notre snorkeling qu'on avait prévu, on découvre ce à quoi correspond l'offre touristique pour les croisiéristes américains. Donc on entre dans une île et apparemment il y a des petits stops réguliers pour vous montrer des animaux qui sont à poste. Ici, on a un ara. On a un ara ici, oui, mais bon, on n'est pas très habitué à les voir comme ça, nous. Alors, il y a aussi un jaguar, et à 10h30, alors vu qu'il est 10h30, il est en retard, c'est dommage, on a raté le nourrissage des otaries et du petit singe, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, donc c'est pas très grave. Les amis, je vous dis tout de suite que le snorkeling il a intérêt d'être à la hauteur, sinon je ramène mon mari en bouillie ce soir je crois. Là il commence, il est bien chaud là, il n'est pas du tout détendu d'être dans cet univers. T'aimes pas Manu?
Bah, au moins on découvre quelque chose d'inattendu. Moi je pensais pas qu'il pouvait y avoir un bateau de 6000 croisiéristes qui débarque dans une si petite île. Ça me paraît démentiel. Alors bah ici il y a plein de perroquets dans des toutes petites cages, mais bon. Apparemment ça plaît, hein. Là-bas il y a beaucoup de monde dans les haras. Oh non, non, non. Comment c'est possible? Là ils ont reconstitué une merde. Une sorte de temple maya factice. Ouais, je sais pas si c'est du plastique ou quoi. Non, c'est de la pierre quand même. Ici c'est calme, mais au-delà il y a une piscine et des gens qui mangent. C'est beaucoup de gens obèses qui mangent des trucs gras autour de la piscine. Et qui mangent et qui remontent. C'est vraiment curieux, il n'y a aucune différence de nature entre cette île et un centre commercial en fait. Sauf que ce qu'on vend c'est pas de la lessive ou du savon, c'est un peu d'exotisme, de pacotille. Là on est devant la cage des singes. Singe écureuil, capucin. On a même un toucan en cage ici. Apparemment la boule de poil là-haut ce serait un paresseux. Non mais je sais pas. Si je pense. Et puis là il y a un puma qui dort. Oh là là, non Manu. Ils sont obligés de lui mettre un ballon, non mais quelle honte. L'île est très belle. Il permet de la plonger à la fois sous la mangrove et avec un très beau tombant récifal. Et là, un petit peu plus loin, on a donc des touristes qui font les rencontres avec les animaux en cage. Au départ, je pense que c'est une très jolie île corallienne avec un très beau récif, qu'elle était un peu proche de l'aéroport pour en faire vraiment une destination de villégiature et que donc les propriétaires l'ont plutôt transformée, on va dire, en parc d'attractions. Et avec une double dimension, on peut certes snorkeler, visiter le récif corallien. Alors ça reste très limité, c'est-à-dire qu'il y a des bouées un peu partout, la plupart des gens plongent avec des gilets de sauvetage, ils barbotent à 20 mètres du bord avec une bière à la main, mais n'empêche que le récif, si on fait l'effort, que ne font d'ailleurs pas 95% des gens, de nager 100 mètres, ou d'aller au bout du ponton et de suivre le tombant, le récif est très beau et l'eau est très transparente. Oui. Donc, il est très beau. Il y a cet aspect-là, et puis il y a un aspect zoo qui est beaucoup plus discutable, mais qui est là pour permettre de faire des sortes de petits tickets all-inclusive à la journée. Et voilà, pour visiter cette petite île. C'était notre première impression de Roatan. Et très rapidement, avant 3 h de l'après-midi, le site se vide complètement. Il ne reste plus que les installations, prêtes à servir le lendemain. Ensuite, il fallait faire un choix d'hébergement. On avait des choix limités parce que comme le tourisme est un tourisme haut à très haut de gamme, il n'y a pas tellement d'offres en bas de gamme. Et nous, notre priorité, c'était vraiment de faire le meilleur snorkeling possible. Donc il y avait... Bah, en fait, Manu, il faut être honnête. Si on avait su que c'était si cher, je ne crois pas qu'on soit venu. Ouais, on avait dû regarder. En fait, au moment où on a pris le vol aller, on ne savait pas très bien exactement. On n'avait pas pris un aller-retour, on a pris un aller simple. Notre idée n'était pas encore très claire d'aller ou non à Utila parce qu'il existe une liaison en bateau entre Roatan et Utila, de revenir d'une manière ou d'une autre. Donc on définissait au début notre parcours un petit peu jour après jour.
Mais on a quand même choisi de commencer simplement par l'endroit qui est le plus réputé du point de vue du snorkeling. Bon, quand je dis cher, c'est pas non plus excessif, mais pour nous qui sommes sur un voyage au long cours, bah, on peut pas se permettre de mettre 100 € par nuit. Et là, c'était vraiment le minimum de minimum tiré par tous les côtés. Il fallait qu'on accepte de payer 100 € par nuit et que bah, les repas, c'est pareil. Hein. Là, on n'avait plus Oscar, on pouvait plus faire à manger dedans. Et ce sont des prix américains. Donc là, ça changeait quand même un peu la donne. Il fallait faire attention. Mais on voulait quand même commencer, se donner la possibilité de visiter sur 1 ou 2 journées ce récif de West Bay. Et on a, de ce point de vue-là, on a été parfaitement satisfait parce que dès la première plongée, on a compris que c'était exceptionnel. Ah oui, vraiment. On a beaucoup plongé dans tous les endroits du monde. Pour moi, ça reste l'un des plus beaux endroits après les Maldives, parce que pour moi, les Maldives, c'est le top. Mais c'était incroyable. La transparence de l'eau, la beauté des coraux. Il y avait des gorgones de toutes les couleurs, des poissons, peut-être pas en énorme quantité, mais de variété, une très grande variété. Il y avait des petits, il y avait des gros, il y avait des gros perroquets comme on n'en avait jamais vu ailleurs. On a trouvé des nudibranches. Enfin, vraiment, c'était beau. Et il faut ajouter que tout ça est très accessible du bord, puisque en fait, ça commence, on va dire, après 30 secondes de palme. Donc, c'est vraiment une situation géographique qui est très privilégiée. Et elle a été exploitée par les hôtels qui s'y trouvent parce que c'est quand même beaucoup d'hôtels de bord de plage qui ont privatisé la quasi-totalité du front de mer. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'on a quand même la possibilité de passer. On n'est pas chassé spécialement quand on longe le long de la mer. On peut faire toute la promenade sur toute la longueur. Il y a plusieurs centaines de mètres là à parcourir. Et donc ça reste finalement bon enfant, même si 90% des touristes sont dans des hôtels haut de gamme. Ben là, on changeait complètement d'univers et en fait, on est au spectacle, Manu. Tu veux dire quand on parcourait la plage? Ah ouais. Non, mais c'est drôle. Enfin, c'était drôle. Moi, j'ai toujours pas compris vraiment. Ce qui me frappe en fait, depuis qu'on voyage, c'est qu'il existe des endroits dans le monde où il y a une offre touristique qui est à la fois haut de gamme, mais qui relève quand même de la consommation de masse. Alors normalement ça devrait être antagoniste, c'est-à-dire que les gens qui payent très cher, on pourrait penser qu'ils ne sont pas si nombreux dans le monde et qu'ils sont dans des petits endroits exclusifs. Ben non, des gens qui payent 200-300 € la nuit, il y en a littéralement des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Des familles entières, hein, avec 3 à 4 enfants. Donc ça monte vite. Mais c'est aussi simplement lié au fait que je pense que nous on est français et qu'on s'appauvrit tendanciellement par rapport à des nations qui elles s'enrichissent. Donc ça creuse un petit différentiel. Hein. On commence à faire presque partie des voyageurs pauvres alors qu'on est très privilégiés et on en a conscience à bien des égards. Oui, mais on se rend compte par rapport aux gens qu'on croise que nous on fait quand même beaucoup plus attention. Hein. Oui. Tout nous paraît cher alors que pour les autres c'est cher mais c'est pas inabordable. Nous, il faut quand même faire attention. Mais non, mais au-delà de ça, c'est le spectacle des Américains. Alors j'en en a sans doute qui nous suivent. Et puis en plus, nos amis américains, on les adore. Mais là, c'était une concentration de stéréotypes américains. Gros. Beaucoup d'obésité. Beaucoup de malbouffe, je sais pas, parce qu'ils mangeaient au restaurant. Beaucoup de malbouffe assumée. On a quand même le côté gavage, c'est-à-dire être dans l'eau, à boire des sodas pratiquement en continu. Alors attends, ils sont pas sur un voyage au long cours. Non. Ils viennent sur une semaine de vacances. Et alors, ce qu'ils adorent, c'est aller dans l'eau, passer des heures dans l'eau, à pas bouger et à boire du coca ou de la bière ou des alcools forts. Donc maintenant, il existe des petites bouées en forme de cygne ou de flamand, je sais pas, qu'on pose à côté de soi et c'est exprès pour mettre son verre dedans. Alors il y a toute une gamme, hein. On peut louer des gros fauteuils pour se mettre dans l'eau. Enfin,
C'est tellement éloigné de nous, tellement éloigné de nous. Alors Manu dit que là, ils sont en train de fabriquer de quoi prendre l'apéro dans le sable. Mais là, ils prennent pas l'apéro, Manu, c'est normal, il est 10h du matin. Il y en a qui sont déjà au Bélay. Ah oui, c'est vrai, hier, il y en avait qui étaient déjà au Bélay à 10h du matin. Enfin, c'est tellement éloigné de nous, tellement éloigné de nous. Et c'est curieux parce que cet endroit, qui se caractérise par un récif de classe mondiale, il faut bien le dire, et à cet endroit, le récif n'intéresse qu'une fraction très limitée des touristes. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que ce qu'ils font par ailleurs, c'est-à-dire barboter dans l'eau sur une plage de sable, ils pourraient le faire partout ailleurs, à des endroits où il n'y a pas de récif. Maintenant, ils le font justement là où il y en a. Oui et non. Il y a quand même beaucoup de familles. Et comme c'est très facile, puisque on voit des poissons à 10 mètres, ben, il y avait beaucoup de petits enfants, de gens qui pouvaient montrer à leurs petits le milieu sous-marin. Donc ça, c'est mais sans être sur le récif, véritablement. Ah bah ils sont à 3 mètres. Quand on se marie avec Manu, il faut être conscient du fait qu'il en a rien à faire de son look vestimentaire. Mais bon, une fois qu'on a accepté le truc, bah on y va quoi. Là, il s'est fait une tenue genre, je sais pas de def des années 70. Et il s'en fout. Tu t'en fous, Manu, de la façon dont t'es habillé? Non, je vais essayer d'améliorer le truc, mais pas déjà. En fait, attends, non, regarde-moi. Est-ce que tu t'en fous de la façon dont t'es habillé? Ah non, pas du tout. J'accorde une grande importance à la mode vestimentaire. Mais, oh là là. Et par contre, je lance les mouvements de mode, je les suis pas. Ah oui, bah j'ai vu. Oh là. Et ça, c'est donc West Bay. Et non loin de là, il y a une autre station qui s'appelle West End. On va voir ailleurs si c'est mieux. Alors West End était a priori plus adapté à notre niveau économique, puisque en fait c'est plus une station où on trouve des backpackers. Ça reste plutôt moyenne gamme en fait. C'est pas non plus très bon marché. Mais le problème de cet endroit, West End, c'est que le récif est un peu moins beau qu'à West Bay. Bon, il n'est pas un peu moins beau, Manu, il est beaucoup moins beau quand même. Oui, on ne savait pas, on pensait qu'il était un peu moins beau d'après toutes les informations qu'on collectait. Et finalement, on a mis quelques jours à décider à faire un programme et on a renoncé à aller à Utila, ce qui était la décision clé qui nous permettait d'investir un petit peu de temps sur West End. Donc du coup, on est allé passer une nuit, une bonne journée à West End pour voir. Et on pense qu'en effet, c'est quand même beaucoup moins bon en termes de snorkeling. Même si le côté plus décontracté... par contre, c'est sympa, on pouvait manger pour beaucoup moins cher, dormir agréable. Pour beaucoup moins cher. Après, oui, on dormait pour 3 fois moins, mais c'était quand même un hôtel où on n'avait pas de fenêtre. L'avantage de payer un hôtel à 100 € la nuit, c'est que là, il y avait quand même le petit déjeuner de compris et on avait une super belle piscine. Donc même si on est 3 à 4 heures dans l'eau à faire du snorkeling, quand on peut rentrer, forcément on a froid même si on a des combis, qu'on peut rentrer dans un endroit propre, avec une super literie, avec une douche chaude. Une bonne climatisation et surtout, douche, Dieu sait qu'on a profité de la piscine. On va manger, il fait encore chaud. Avant de se coucher, on repart dans la piscine. Et la piscine, on avait presque l'impression d'avoir pour nous parce qu'on était en basse saison. Ah, on était tout seul. Et on est presque seul dans cette hôtel. Franchement, bon, ça nous a coûté un peu de sous, mais c'était bien. Voilà, donc ça c'était... C'est pour les fois où on dépense rien parce qu'on est en sauvage pendant plusieurs jours. Mais bien sûr, on ne serait pas allé à Roatan sans le récif, parce que ce qui valait le détour, c'était le récif. Encore une fois, des grands hôtels de bord de plage très confortables et agréables à vivre pour quelques jours de pur repos, il y en a partout, mais un récif comme celui de West Bay, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et donc on est retourné voir ce... Alors il n'y a pas vraiment de tombant très net, à un moment donné il y a plus de profondeur, donc ça s'apparente un peu à un tombant. Et on est plutôt sur une succession de patates de corail ou de formations coralliennes, c'est pas juste des patates en fait, il y a beaucoup de flore marine aussi, il y a beaucoup d'éponges, de gorgones, les gorgones sont très nombreuses là-bas. Et donc il y a comme des panoramas ou des paysages sous-marins, ça me fait penser à des paysages avec une excellente transparence de l'eau, qui permettent de profiter du spectacle, et c'est un pur bonheur visuel.
que de pouvoir passer des heures absolument librement, sans avoir à prendre un bateau, directement de la plage, à observer ces petits poissons multicolores. Donc on est resté quelques jours là, et puis on a repris un vol pour Tegucigalpa. Et aussitôt revenu à Tegucigalpa, on était un peu angoissé par l'état d'Oscar, parce qu'on avait un gros problème. On a cru que la boîte de vitesse était cassée pendant un moment. En fait, c'est sans doute juste le levier de transmission qui pose problème. Et pour une fois qu'on était dans une capitale, on avait accès à des magasins de pièces détachées importants. Il y avait des magasins qui avaient une bonne réputation sur Everlander. Donc on a essayé de voir si et comment faire pour réparer. Et on a fini par opter pour une stratégie assez curieuse. On n'a presque rien réparé. On a un peu mieux compris avec l'échange avec les vendeurs de pièces. On n'avait pas loin non plus l'adresse d'un mécanicien plus loin au Salvador, et on s'est dit allez, on tente notre chance pour aller jusqu'au Salvador, et je crois que c'était le bon choix en effet, car la frontière était toute proche, et donc finalement notre visite du Honduras se résume pratiquement à Roatán. Oui, on n'a rien vu d'autre. Puisque le pays est petit. Et entre les deux frontières en fait, qui étaient nécessaires pour nous, la frontière du Nicaragua et celle d'El Salvador, il y a quelques heures de route seulement. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. Moi je vois souvent des questions sur les forums de voyageurs, de gens qui se demandent s'ils vont passer par le Honduras parce qu'au niveau de la sécurité, ça leur fait un peu peur, etc. On peut absolument pas répondre, nous. Non, on a vu que Roatán, on a dormi dans une rue de Tegucigalpa qui est indiquée sur Everlander comme étant un quartier résidentiel. Effectivement, on a dormi entouré de gardes qui gardaient les maisons. Après, c'est tout ce qu'on peut affirmer. Et donc on est reparti vers pour le coup un pays qui a une réputation très contrastée en matière de sécurité, puisqu'il s'agit du pays qui a été plusieurs années le pays le plus dangereux du monde, El Salvador. Mais bon, on est là, hein. On va pouvoir vous raconter la semaine prochaine ce qu'on a fait au Salvador. À bientôt. À bientôt.